Bonjour à tous. Donc nous continuons notre examen maintenant des variables d'exercice. Après les variables d'exercice qui tenaient à l'espace démocratique, je vais traiter aujourd'hui les variables d'exercice qui tiennent aux temporalités de la démocratie. La démocratie, en effet, est généralement appréhendée en termes de procédure. Et la plupart des débats se concentrent sur la caractérisation de ces procédures. Monocamérisme ou bicamérisme, scrutin majoritaire ou scrutin de liste, référendum ou procédure représentative, régime présidentiel ou régime parlementaire, la liste est longue de toutes les variables qui en spécifient la nature et peuvent rentrer en ligne de compte pour élaborer quantité de typologies. Mais on ne prête généralement, à mon sens, pas assez attention au fait que tous ces éléments sont fortement déterminés par le régime de temporalité dans lesquels ils s'insèrent. Il ne suffit pas, par exemple, de dire qu'un président est élu au suffrage universel. On voit bien que l'institution présidentielle n'a pas le même sens. Si le mandat en question est de 3 ans ou de 7 ans, s'il est unique, renouvelable 2 fois ou sans limitation, ou même susceptible d'être conféré à vie. Pour bien saisir le phénomène démocratique, avec les attentes et les désenchantements qu'il suscite, ainsi que les tensions qui le constituent, il faut donc inclure cette deuxième variable d'exercice, la temporalité. Il est ainsi nécessaire de penser en termes de rythmique du politique et non pas simplement de physique ou de territorialisation. Cette question est pour moi essentielle. J'en avais déjà souligné l'importance dans un ancien séminaire de l'EHESS en l'an 2000, et j'ai, depuis cette période, commencé à accumuler quantité de matériaux afin, je l'espère, de pouvoir un jour y consacrer un cours entier ici. Et j'aborderai aujourd'hui cette question à la seule aune des tensions structurantes de la démocratie qui sont constituées sur ce registre. La première tient aux formes et aux problèmes posés par la préférence démocratique pour le présent. Et il faudra ensuite, dans un deuxième temps, explorer les tensions qui concernent les rythmes des institutions et des procédures. Et enfin, traiter de la question de la difficulté d'intégrer le souci du long terme en démocratie. Commençons donc par la préférence pour le présent. Rousseau a écrit fameusement dans le Contrat social « Il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir ». Et cette phrase du Contrat social a été citée quantité de fois pendant la Révolution française et pendant la Révolution américaine. On peut dire que ce jugement a vraiment été constitutif de l'esprit des deux révolutions. La démocratie est en effet d'abord libération des tutelles, rupture avec ce qui est imposé par la tradition, émancipation des lois de la nature. Elle se veut invention, création, et elle se liera pour cela aux mots et à l'idée de progrès au XIXe siècle. C'est aussi, tout simplement, le sens nouveau que prend le terme de révolution à partir de cette période. Alors, on le sait, il ne renvoyait précédemment qu'à l'idée d'un mouvement récurrent, d'un mouvement cyclique, la révolution sur soi-même, comme celle des astres. Il appartenait effectivement au langage de l'astronomie. C'est un point d'ailleurs sur lequel Hannah Arendt a insisté à juste titre dans son essai sur la Révolution. Et elle rappelle que c'est en 1789 que le mot a pris son sens contemporain, qu'il a toujours, de rupture historique, de mouvement irrésistible, de commencement, de nouveau départ. Il se lit d'ailleurs significativement pendant cette révolution américaine et cette révolution française, que ce soit dans les discours et dans les gazettes, à des images de flots impétueux, de tempêtes, de torrents de lave, de marches en avant. Le présent ne pouvait donc que regarder vers l'avenir, se sentir aspiré par lui. D'où le rejet de tout ce qui ressemblait au passé, assimilé à l'ancien régime honni et, plus largement, à toutes les formes de pesanteur qui brisaient l'élan, à des attaches qui bridaient l'imagination et l'action simultanément. L'histoire n'est pas notre code, résumera fameusement Rabot-Saint-Étienne
pour exprimer cette notion de préférence pour le présent, qui est au cœur de la Révolution française. Et les révolutionnaires français auraient volontiers fait leur les mots d'un Walter Benjamin qui appelait, je le cite, à dynamiter l'histoire, à arracher le monde, je le cite toujours, à sa continuité réifiée, et à faire, je le cite toujours, exploser son homogénéité en le truffant d'écrasite, c'est-à-dire de présent. L'écrasite, c'était un explosif très puissant. Il ajoutait encore « L'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas le temps homogène et vide, mais le temps saturé d'à présent. » C'est cette saturation d'à présent qui a défini et qui n'a cessé de définir l'idée révolutionnaire et qui était au cœur des premières formulations de l'idée démocratique. Être démocrate et être révolutionnaire, ce qui était alors synonyme en cette fin du XVIIIe siècle, voulait en effet d'abord dire exalter le présent et ses virtualités et mettre à distance le passé. On a notamment témoigné de façon exemplaire en France l'adoption d'un nouveau calendrier, l'an 1 de la Nouvelle République, coïncidant avec la chute de la monarchie. Et l'intention de révolutionner le temps qu'exprimait ce nouveau calendrier voulait matérialiser d'une façon qui était continuellement rappelée la cassure du temps qui avait été effectuée. Gilbert Rome, celui qui présente le rapport pour l'adoption de ce nouveau calendrier, dira dans ce rapport « Le temps ouvre un nouveau livre à l'histoire, et dans la marche nouvelle, majestueuse et simple comme l'égalité, il doit graver d'un burin neuf et vigoureux les annales de la France entière. Graver d'un burin neuf et vigoureux les annales de la France régénérée, voilà effectivement quel était le but. » Et l'idée était là que seul le présent est créateur, que le présent est l'équivalent dans l'ordre de la temporalité de ce qu'est l'individualisme dans l'ordre sociologique. Le présent et l'individualisme sont les vecteurs d'une même émancipation, car ils délient les attaches. Ils rendent le monde ouvert au déploiement de la volonté. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure, parce que c'est une thématique très tocquevillienne dans la démocratie en Amérique. En Amérique, Thomas Paine et Jefferson donneront à cette préférence pour le présent des formulations qui resteront gravées dans les mémoires de leurs contemporains. Dans ses droits de l'homme, de 1791, le premier soulignait avec vigueur que chaque génération doit avoir la même liberté d'agir dans tous les cas que les générations qui l'ont précédée. La démocratie était ainsi d'abord pour lui une guerre contre le passé et les héritages imposés. Et on le sait, il s'opposera très violemment à Burke sur ce point, qui s'était fait le défenseur des valeurs de la tradition, en notant dans ses réflexions sur la Révolution française, c'est une phrase célèbre, qu'un peuple sans passé est une entreprise sans capital. La critique de Paine était d'ailleurs un peu injuste parce que Burke, justement, est un des auteurs qui a redéfini la notion de tradition. Pour lui, la tradition n'est pas simplement une accumulation passive, n'est pas simplement un héritage passif, mais la tradition, elle est idéalement constituée par une sorte de sélection des éléments qui se sont révélés utiles socialement dans l'histoire. Donc, ce n'est pas une tradition passive, c'est une tradition expérimentale, c'est une tradition sélective qu'il y a chez Burke. Mais enfin, il suffisait d'avoir écrit qu'un peuple sans passé soit une entreprise sans capital pour mériter, justement sur ce point, les foudres de Thomas Paine. Et à partir de lui, toutes les démocraties ont fait leur les inquiétudes que Marx exprimera presque un siècle plus tard en dénonçant le fait que la tradition de toutes les générations mortes pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants. De son côté, Jefferson dira fameusement également « La terre appartient aux vivants », considérant, je les cite, que les morts n'ont aucun droit, qu'ils ne sont rien. Cette fascination pour le présent, elle va s'exprimer dans la vision quasiment sacralisée du pouvoir constituant. On peut dire que pendant la Révolution française, de façon exemplaire, la première manifestation de la préférence pour le présent a été la sacralisation du pouvoir constituant. Pouvoir constituant appréhendé
comme une puissance de commencement, une force créatrice, une force libre de toute contrainte, directement agissante. Cette dimension, en effet, était beaucoup plus sensible en France qu'en Amérique. Outre-Atlantique, la Constitution fédérale de 1787 a en effet surtout parachevé un processus commencé en 1776 avec la déclaration d'indépendance et l'élaboration consécutive des constitutions des 13 États. Constitutions dont les textes sont eux-mêmes, en partie en tout cas, nourris par les différentes chartes coloniales et les libertés qui avaient été octroyées par Londres. La situation était bien différente en France. Tout y était instantanément à construire et à reconstruire. La page était blanche, d'où le sentiment presque enivrant des constituants français d'avoir à créer un ordre nouveau ex nihilo. Et Sieyès multipliera les formules saisissantes pour exprimer cette radicalité de 1789, parlant du moment constituant comme un moment où la réalité est tout alors que la forme n'est rien. La réalité est tout et la forme n'est rien, c'était justement dire qu'il y avait une espèce de force surgissante, directement active, qui n'était évidemment pas encore une institution. Et il continuera, dans son préliminaire de la Constitution française, l'exposition raisonnée des droits de l'homme qu'il donnera, le pouvoir constituant peut tout en son genre. La nation doit être, dans cette fonction, libre de toute contrainte et de toute forme. Et ce sera un leitmotiv dans les écrits de Sieyès de la période, de l'été à l'automne 1789, qu'il y a une puissance originaire décisive, c'est celle du pouvoir sans forme. Parce que c'est là, dans le pouvoir sans forme, que la souveraineté du peuple est parfaitement accomplie. Qu'il y a une manifestation immédiatement efficace d'une volonté collective. Un grand juriste du XIXe siècle, Émile Boutmy, écrira à ce propos du pouvoir constituant, tout à fait dans la perspective de Sieyès, qu'on peut le définir comme un acte impératif de la nation qui est surgi du néant. Donc une espèce de véritable puissance incoative. Et la notion, on le voit à travers ces citations, est presque d'ordre théologico-politique. Comme en témoignera d'ailleurs la définition de Portalis, l'un des fondateurs du droit français moderne. Portalis écrivait du pouvoir constituant. C'est la parole du Créateur qui commande une fois pour gouverner toujours. C'est sa main toute puissante qui se repose pour laisser agir les causes secondes après avoir donné le mouvement et la vie à tout ce qui existe. Ulrich Preuss, qui sera un des grands théoriciens contemporains en Allemagne du pouvoir constituant, dira de son côté, tout à fait avec les mêmes références de type théologico-politique, qu'il faut le comprendre, je le cite, comme la version sécularisée du pouvoir divin de créer un ordre sans y être soumis. De cette façon, le pouvoir constituant réalisait pleinement l'idéal démocratique en étant force immédiate. Il a incarné le plus adéquatement l'idée de la révolution au sens où Michelet disait d'elle qu'elle a ignoré le temps et l'espace, qu'elle est en dehors du temps et de l'espace, elle est créatrice du temps et créatrice de l'espace, qu'elle était une formidable condensation d'énergie. D'où la fascination exercée par cette notion de pouvoir constituant dans les démocraties. De la célébration blanquiste de l'insurrection comme politique immédiate de l'énergie au décisionnisme de Carl Schmitt, les réflexions de Sieyès sur le pouvoir sans forme n'ont pas manqué d'admirateurs et qui ont essayé de reprendre ces formules, de les développer et de les rethéoriser. Puissance sans forme, le pouvoir constituant apparaît en effet comme l'expression immédiate et absolue du peuple vivant. Il se présente comme une sorte de
dilatation révolutionnaire de la capacité humaine de faire l'histoire. Il est un acte d'innovation complet. Tony Negri dira de lui que dans ce temps de l'événement constituant, c'est un temps où la singularité de l'action accède pleinement à la généralité, les deux se superposant. On peut dire que ce pouvoir constituant, il est donc pleine présence à l'histoire, accélération et polarisation du temps. En même temps, coordonnateur d'un monde durable. En lui pouvaient donc se résoudre, pensait-on, les apories des temporalités de la démocratie. Cette fascination pour le pouvoir constituant s'est ensuite prolongée dans la célébration révolutionnaire de l'insurrection. Tout au long du XIXe siècle, nombreuses ont été les voix à discerner dans l'ombre de cette insurrection l'expression d'une sorte de démocratie pure. On a alors souvent exalté l'espèce d'incarnation qui s'opérait dans le soulèvement populaire, rendant immédiatement visible et sensible la figure du peuple. C'est quelque chose de très net dans l'iconographie de la période révolutionnaire, mais c'est quelque chose de très net aussi dans l'iconographie des journées de juillet et dans l'iconographie des journées de février en 1848. On verra, le soulèvement populaire a une espèce de puissance immédiate d'action qu'a symbolisé à sa façon, en tout cas en 1830, en 1848, l'idée de la barricade. Et dans l'insurrection, cette figure du peuple s'exprimait en effet comme une puissance originaire, une force directement agissante qui pouvait résoudre la tension inhérente à toute mise en institution du social. L'insurrection, forme de ce pouvoir ou répétition du pouvoir constituant, venait à être confondue d'une certaine façon avec le peuple lui-même. L'insurrection ne désignait pas simplement un moment, une procédure. L'insurrection était la fusion d'une procédure, d'un moment et d'une population. Et la vie et le sens même du politique se signifiaient et s'épuisaient dans l'instant de ce type d'événement dont l'incandescence laissait entrevoir la possibilité d'un monde rendu soudain malléable, obéissant au désir de l'instant. Moment aussi de cristallisation foudroyante de l'idée d'une souveraineté comme plaide maîtrise du monde. On connaît la phrase célèbre de Carl Schmitt « Est souverain celui qui décide de la circonstance exceptionnelle ». Eh bien justement, on peut dire que le moment constituant, il est l'expression même de la circonstance exceptionnelle. Il est l'événement mère de toutes les circonstances exceptionnelles. Il est la puissance engendrant toutes les circonstances exceptionnelles. Et c'est bien de cela aussi qu'il s'agissait avec sa déclinaison sous les formes de l'insurrection, de faire renaître avec elle, sous un mode foudroyant, un moment équivalent au temps constituant. L'horizon de l'immédiateté et l'idée de pouvoir sans forme ont constitué le socle utopique de la vision révolutionnaire moderne. Horizon d'une démocratie pure, d'un peuple action directe, d'une politique simple, radicalement désinstitutionnalisée. C'est cela l'important. Derrière cette idée d'immédiateté, il y a l'idée d'une politique désinstitutionnalisée, où l'action se suffit à elle-même, elle n'a pas besoin de prendre forme dans une régularité organisée, liée à des procédures, liée également à des formes d'organisation. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'il y a, pendant la Révolution française, ce courant si puissant pour la désinstitutionnalisation du politique. Une politique désinstitutionnalisée, c'est celle qu'aucune interface ne viendrait perturber ou menacer. Et on peut d'ailleurs, d'une certaine façon, rajouter, lier à cette idée de désinstitutionnalisation, les termes avec lesquels, pendant la Révolution française, on a à un moment
supprimer les ministères, en pensant qu'il n'y avait plus besoin de fonctionnaires, qu'il n'y avait plus besoin que d'un face-à-face direct entre le peuple et le pouvoir législatif. L'insurrection, elle faisait ressurgir la figure vivante de ce moment constituant. Et c'est pourquoi d'ailleurs le mot était très à la mode chez les sans-culottes, en ayant un sens beaucoup plus large que celui, disons, des insurrections telles qu'on les voyait au XIXe siècle. Insurrection voulait dire présence active. Insurrection, dans le langage sans-culotte, c'est une chose qui a été longuement développée par Albert Soboul dans sa thèse. Insurrection voulait dire que le peuple était directement actif, qu'il était là, qu'il était vigilant, qu'il était d'une certaine façon lui-même une institution vivante. Et c'est pourquoi aussi la Déclaration des droits de 1793 érigera l'insurrection au rang de devoir sacré. Elle apparaissait en effet comme la vérité de l'idéal démocratique, sous les espèces de son mode ultime de sauvegarde, je vais y revenir. Elle était le premier des droits, car elle était la possibilité de faire renaître ce qui constituait le principe démocratique même. Il y a un texte allemand très important de la période, celui d'un jacobin allemand qui avait pour nom Johann Benjamin Erhard, et qui fera la théorie de ce pouvoir constituant entendu de cette façon-là, dans un livre très important de la période, publié en 1793 en Allemagne, qui a pour titre « Du droit du peuple à faire la révolution », et qui définissait justement l'idée de révolution liée à sa répétition sous les espèces de l'insurrection, dans le sens sans culotte et pas simplement dans le sens qu'il aura au XIXe siècle, comme le premier des droits de l'homme. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre pourquoi Sade n'hésitera pas à poser comme axiome que l'insurrection doit être l'état permanent d'une république. Que veut dire l'insurrection doit être l'état permanent d'une république? C'est de dire que la souveraineté n'existe pleinement que sous ses modalités instituantes. La souveraineté, elle est pleinement présente lorsqu'elle existe dans le feu de l'action, lorsqu'elle existe comme mouvement et pas simplement comme une chose. On pourrait dire que cette visée de Sartre, qu'il a exprimée dans la philosophie, dans le boudoir, dicte d'une exigence morale. Mais le problème permanent sera de savoir comment constituer celle-ci en une politique. Comment constituer cette exigence morale du présent, de la force du présent, dès lors que le moment constituant est passé, en une politique. C'est l'aporie essentielle qui sous-tend l'utopie démocratique de la période, car elle radicalise l'attente à voir le monde gouverné par la seule puissance du présent. Et le problème est bien sûr que l'insurrection est par définition toujours événement, c'est-à-dire rupture avec le cours ordinaire des choses, théâtre de l'exceptionnel. Donc comment faire une politique d'un exceptionnel permanent? Deux voies ont été dégagées pour tenter de résoudre cette aporie. La première a été d'ordre politique. C'est celle que le Comité de salut public a théorisée en France. Ce mode de résolution politique de cette aporie d'un exceptionnel installé dans la permanence a consisté à prétendre réaliser l'identification parfaite du peuple et de la Convention, faisant en sorte que l'action de cette dernière change du même coup radicalement de statut. Et la seconde, je vais y revenir, a été d'ordre constitutionnel. Elle a cherché les moyens de faire renaître périodiquement le pouvoir constituant. Donc une solution sociologique et une autre constitutionnelle. Reprenons la solution jacobine, si je puis dire. Son originalité a été de lier un hyperdémocratisme conceptuel qui ne voit de vraie souveraineté du peuple
que dans les moments du pouvoir constituant créateur ou de l'insurrection, et de faire aller de pair cet hyperdémocratisme conceptuel avec un hyperparlementarisme fonctionnel. On n'a d'ailleurs jamais assez souligné le lien entre ces deux éléments dans la culture jacobine de 1793 et de 1794. Il y a convergence d'une radicalité conceptuelle et d'un hyperparlementarisme. Et cet hyperparlementarisme, que je qualifie de fonctionnel, il repose sur la prétention d'avoir parfaitement incorporé le peuple dans sa représentation. Ainsi, on voit un Robespierre qui fustigeait périodiquement et régulièrement, en 1791 et en 1792, ce qu'il appelait le despotisme représentatif, assuré pendant cette période que la Convention n'était, je le cite, qu'un simple abrégé du peuple, qu'elle était véritablement son incarnation. Et les montagnards iront jusqu'à noter dans cet esprit qu'ils constituaient eux-mêmes, je cite une formule célèbre de Marc-Antoine Julien, ils n'étaient eux-mêmes que le corps vivant de l'opinion publique. C'est-à-dire, ce n'est pas la théorie de la représentation, incarnation, poussée à son incandescence maximum. Il faut d'ailleurs noter que cette assimilation de la représentation et du peuple aura pour contrepartie chez eux d'exiger du peuple réel qu'il se conforme à son glorieux concept. D'où la centralité du thème de la régénération dans le discours jacobin et de l'appel à l'avènement d'un homme nouveau. C'est la formule célèbre de Billaud-Varenne, il faut pour ainsi dire recréer le peuple qu'on veut rendre à la liberté. Et donc cette fusion du peuple et de sa représentation, c'était aussi la tentative de forger ce peuple idéal, ce peuple presque concept, pourrait-on dire. Et ces métaphores de type organiciste sur l'Assemblée, corps du peuple, seront continuellement présentes dans les textes politiques de la période. Le comité de salut public s'était par exemple adressé au comité révolutionnaire en leur écrivant « Vous êtes comme les mains du corps politique dont la convention est la tête et dont nous sommes les yeux. » C'est donc grâce à une conception de la représentation-incarnation que se trouvaient alors surmontés les apories originaires du gouvernement représentatif. C'est qu'un point qu'a bien souligné François Furet en écrivant que Robespierre, je le cite, a mythiquement réconcilié la démocratie directe et le principe représentatif, en s'installant tout en haut d'une pyramide d'équivalence dont sa parole garantit jour après jour le maintien. Il est le peuple dans les sections, le peuple aux Jacobins, le peuple dans la représentation nationale. Et c'est cette transparence qu'entre le peuple et tous les lieux où l'on parle en son nom qu'il faut constamment instituer, contrôler, rétablir comme la condition de légitimité du pouvoir. Fin de citation. C'est ce qui permettait à Robespierre de lancer à la veille du 31 mai 1793 « J'invite le formule extraordinaire, j'invite le peuple à se mettre dans la Convention nationale en insurrection contre tous les députés corrompus. » C'était donc dire que la représentation, elle devenait elle-même l'équivalent d'une force directe d'insurrection. C'était dire à quel point, justement, cette fusion politique était pensée comme réalisée, comme si le peuple et la Convention n'avaient effectivement plus fait qu'un, comme si la Convention était une puissance créatrice originaire, agissant directement sous les espèces d'une sorte de transfiguration parlementaire. Et au cours du débat constitutionnel de juin 1793, on verra, c'est une image célèbre, un ensemble de députés montagnards qui s'écrieront dans cet esprit « Le peuple est là » en désignant les bancs de l'Assemblée. Cette prétention se manifestera à bien d'autres occasions dans l'histoire et sera, dans tous les cas, le vecteur impensé du retournement de la démocratie contre elle-même. À côté de cette solution
tournant autour d'une utopie de l'incarnation, que l'on peut dire politique. La deuxième solution, pour rendre sa force au présent, ça n'est pas être de prétendre que ce présent va être en quelque sorte exprimé et incarné par ce groupe parlementaire, mais c'est trouver les moyens, selon une formule célèbre de Brissot, de ressusciter périodiquement le pouvoir constituant. Et c'est autour de ce mot d'ordre, de ressusciter périodiquement le pouvoir constituant, que va justement être explorée une seconde voie de renaissance périodique de celui-ci. La grande discussion sur ce point a lieu en France pendant la période dite de révision de la première constitution révolutionnaire, avant qu'elle soit finalement adoptée en septembre 1791. Ce qu'on appelle ces périodes de révision, c'est l'été 1791. Brissot a été un des protagonistes, il n'est pas parlementaire à l'époque, mais il écrit son journal Le Patriote français, qui est très influent. Il est très influent aussi dans les cercles, dans le milieu du cercle social, dans la Confédération des Amis de la Vérité, et un certain nombre des brochures qu'il publie à cette époque sur la révision constitutionnelle, ainsi d'ailleurs que d'autres brochures sur le pouvoir de l'opinion publique, jouent un rôle très important. Et on peut dire qu'il était un des protagonistes les plus actifs du débat. La preuve, c'est que c'est d'abord lui dont l'expression, je dirais, deviendra la marque d'un projet et d'un programme ressuscité à certaines époques le pouvoir constituant. Certains avaient même, à l'époque, entendu l'expression de façon radicale. On voit un François Robert, l'un des principaux porte-parole des sociétés patriotiques sur la scène parisienne de cette période, du printemps et de l'été 1791, celui qui rédige un journal influent qui s'appelle Le Mercure national et les révolutions de l'Europe, proposera de mettre en place une seconde assemblée qui soit une assemblée nationale constituante permanente, qui soit renouvelée tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Pouvoir qui aurait été alors pleinement la nation représentée, approchant, j'y reviendrai tout à l'heure pour parler des rythmes et politiques plus précisément, approchant cette idée d'une présence continuellement active. Mais c'est plus prosaïquement le système de ce qu'on a appelé les conventions périodiques qui fera consensus. On y trouvera le moyen, selon une formule souvent répétée à l'époque, de conserver vivante la souveraineté du peuple. Pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple, ces conventions sont alors décrites comme un moyen de rendre compatible système représentatif et souveraineté active du peuple. Et Brissot note dans cet esprit: Rousseau n'aurait pas calomnié le système représentatif s'il avait vu à côté un frein aux entreprises des représentants dans ce système des conventions périodiques. Mais hélas pour lui, les conventions n'étaient pas bien connues au moment où il écrivait. Et un juriste définira très précisément justement ce principe de révision comme une puissance constituante considérée à travers l'ordre juridique. Donc l'idée va être celle-là, c'est de trouver les moyens de retrouver la force et les effets d'une puissance constituante, mais en l'inscrivant dans une formule juridique. L'idée essentielle à ce moment-là, pour mettre en place ce pouvoir conservateur, a été d'en faire un pouvoir spécial, élu séparément, introduisant ainsi un élément de réflexivité. Les conventions, restauratrices périodiquement de ce pouvoir constituant, étaient aussi définies comme un moyen de donner une dimension générationnelle au système démocratique. Déclarer la Constitution éternelle, disait encore Brissot, c'est enchaîner la liberté des générations futures, ce que Rousseau dénonçait. Générations futures qui seront obligées de se soumettre à une Constitution qu'elles n'auront point consentie et qu'elles ne pourront réformer. Je reviendrai tout à l'heure sur le problème logique que pose cette question de la précontrainte, du pre-commitment.
Mais quel rythme, restons pour l'instant dans les conventions, quel rythme adopter pour ces conventions? Comment déterminer le moment où le système représentatif basculait dans une confiscation de la souveraineté populaire? Condorcet posera clairement les termes du problème dans un premier discours qu'il prononce le 1er avril 1791 et dans un autre, une brochure qu'il publie en juillet. Condorcet montrera qu'il faut partir d'un fait pour penser ce point de retournement. Il faut partir du fait que les majorités sont en permanence recomposées par l'arrivée de nouveaux citoyens. Si l'on vote au moment T, au temps T plus 1, de nouveau, personnes se seront inscrites sur les listes électorales. Et au temps T plus 2, encore plus. Et donc, la majorité constituée au temps T va être une majorité représentative de ce temps T, mais qui ne sera plus représentative du temps T plus 2, T plus 3, etc. Et Condorcet estimait que partir de ce phénomène essentiel, c'était respecter pleinement les nouveaux citoyens. Sinon, les nouveaux citoyens arrivent et leur droit de vote est sans usage et sans utilité, si on peut dire, pendant les années où il n'y a pas d'élections qui sont organisées. Et pour lui, c'est le respect même de la notion de majorité qui imposait de tenir compte de ce phénomène générationnel. La majorité devait être comprise comme un principe permanent fondant le gouvernement représentatif et pas un principe intermittent. Comment donc avoir une idée de majorité permanente? Il estimait qu'une génération nouvelle commençait à compter et à produire des effets au bout d'une dizaine d'années. C'est là qu'elle représentait une partie non négligeable des électeurs. Il le faisait en relation aussi avec l'espérance du niveau de vie de l'époque, bien sûr. Et il disait d'une certaine façon que les nouveaux citoyens, les nouveaux électeurs, ils finissaient par former effectivement la nouvelle pluralité, ce qu'on appelle nouvelle pluralité à l'époque, c'est la nouvelle majorité, au bout d'une vingtaine d'années. Finalement, cette idée qui est fondamentale, c'est que la démocratie, pour être respectée, doit reposer sur l'idée d'une majorité permanente et pas simplement d'une majorité intermittente. La Constitution de 1791 ne retiendra pas finalement ce dispositif proposé par Condorcet. Mais c'est un dispositif plus restreint, plus institutionnel, mais possiblement plus rapide, qui sera finalement retenu. Ce dispositif, il consistait à prévoir qu'une assemblée de révision pourrait se réunir si 3 législatures successives en avaient émis le vœu. Je rappelle à l'époque que les législatures, au temps de la Constituante, étaient de 2 ans. Les députés étaient élus pour 2 ans seulement. Et on notera que des membres de l'Assemblée qui s'étaient déclarés comme Malouet, un monarchien, pressés de terminer la Révolution, souhaitaient de leur côté une ratification de la Constitution, qui soit une ratification populaire, mais qui soit une ratification définitive, qu'il n'y ait plus, après cette ratification inaugurale, qu'il n'y ait plus de convention. Et significativement, ceux à l'époque qui étaient les plus ardents défenseurs du référendum constitutionnel étaient aussi les plus ardents ennemis de l'idée même des conventions. Et la proposition de Condorcet, qui avait également suggéré d'organiser des conventions additionnelles en fonction de possibilités de demandes exceptionnelles des citoyens qui les formuleraient par système de pétition, ne sera elle-même pas considérée à ce moment-là. Ce qu'il y a de fascinant dans la discussion de l'été 1791 sur les conventions périodiques comme moyen, donc dans l'esprit de ceux qui avaient le plus fait la théorie, c'était dans l'esprit de tous les 20 ans, qui est un cycle générationnel, même si le texte de la Constitution le verra comme une possibilité
qui est ouverte au bout de 3 législatures. Donc c'est à la fois plus court, mais plus indéterminé dans les possibilités d'usage, alors qu'il y avait une obligation pour Brissot, pour Condorcet, tous les gens du cercle social, Salles et beaucoup d'autres. Le point fascinant donc dans cette discussion de l'été 1791 sur le sujet réside dans les termes qu'elle a empruntés. On ne peut en effet qu'être frappé de voir l'idée d'insurrection évoquée à nouveau en permanence, alors qu'on n'est qu'en 1791. On est dans la Révolution tranquille. Et cette idée d'insurrection est évoquée en permanence en étant considérée comme une alternative ou un substitut à des dispositifs institutionnels défaillants. Et d'ailleurs, les défenseurs les plus intransigeants des principes représentatifs avaient même été jusqu'à admettre qu'il n'y avait aucune situation intermédiaire pensable entre le gouvernement représentatif le plus strict et l'insurrection. Et c'est pourquoi ils s'opposaient à l'idée de ratification populaire ou de convention périodique. Salles, qui sera la tête de file de cette vision-là, dira lorsqu'une constitution nouvelle sera nécessaire, c'est une insurrection qui la déterminera. Et comme ce remède est extrême, il sera par sa nature une garantie suffisante pour la nation qu'elle n'aura jamais de convention que quand le plus impérieux besoin l'exigera. C'est donc dire qu'entre la répétition des institutions et le changement, eh bien, il n'y avait que cette possibilité de recommencer en quelque sorte la révolution. Et dans le même esprit, un Barnave, qui partait du principe que les pouvoirs constituants sont la cause éternelle des révolutions et qu'ils étaient le moteur nécessaire de la révolution, mais qu'ils deviendraient dangereux s'ils restaient un principe politique actif, eh bien, il fallait paradoxalement, ça le conduisait paradoxalement à légitimer ces révolutions en refusant de donner une forme régulière à cette résurrection du pouvoir constituant. Et c'est à partir de là, me semble-t-il, qu'il faut comprendre l'histoire chaotique de la démocratie française. Faute de trouver les voies d'un réformisme institutionnalisé pendant cette période, elle a fait se succéder les accès de fièvre révolutionnaire et les périodes de plat consentement à l'état donné du monde. Et la succession des constitutions pendant les 10 ans de la Révolution en sont un bon exemple. Et d'un certain point de vue, c'est l'obsession conservatrice de l'ordre qui a longtemps rendu les gouvernements et les gouvernants aveugles aux conséquences désastreuses de cette disposition. Et c'est au contraire parce qu'ils prenaient pleinement la mesure de ce fait que les partisans des conventions périodiques vantaient la souplesse qu'elles permettent. Brissot écrivait « Ceux qui rejettent les conventions périodiques, qui n'en veulent que d'irrégulières et sur la demande du peuple, ou dans le fond n'en veulent point du tout, ou ils ne cherchent qu'à mettre la perpétuité du désordre et de l'agitation parmi les bases de notre Constitution, ou bien instaurer une dictature représentative. Lorsqu'un peuple libre est bien constitué, dira-t-on encore, l'insurrection ne doit plus être permise parce que la loi a tout prévu. Un peuple qui a besoin d'une insurrection pour se constituer est esclave. Il faut donc trouver les moyens institutionnels équivalents. Et c'est en 1793 que cette question sera à nouveau à l'ordre du jour et approfondie. Approfondie dans ce moment très important et très intéressant qui est celui de la discussion constitutionnelle qui suit immédiatement la présentation du projet de Condorcet à la mi-février 1793. C'est un des moments les plus riches intellectuellement de la Révolution française et qui a été relativement le moins étudié, qui est le plus riche en termes d'invention institutionnelle et de débat justement sur les conditions avec lesquelles il serait possible d'institutionnaliser différentes formes de pouvoir. C'est le moment où un mot va faire florès, c'est celui de la nécessité de rechercher ce qu'on appelait à l'époque un quatrième pouvoir. Un pouvoir qui se définirait non pas par sa capacité immédiatement d'action, comme les pouvoirs législatifs, exécutifs ou judiciaires, mais un pouvoir qui se définirait
par sa capacité d'intervention, par sa capacité d'être un gardien de la souveraineté, par sa capacité d'être un conservateur, en quelque sorte, des droits du peuple. Et que cette intervention, justement, elle devrait avoir, ou elle aurait dû avoir, ou elle aurait pu avoir, comme caractéristique de briser les rythmes existants, d'être une forme d'intervention arythmique. Car le problème de la démocratie représentative, le mot devient véritablement employé dans la langue française à partir de ce mois de février 1793. Avant, c'est uniquement des usages très rares, mais là, ça devient véritablement un moment où il est présent. Et ce problème de la démocratie représentative, et c'est pour ça qu'on a forgé le terme démocratie représentative, c'est pour montrer qu'on recherchait les moyens inédits de lier ces éléments contraires. Et que ces moyens inédits de lier ces éléments contraires, qui est ce à quoi se réfère comme présent, comme immédiateté, comme rapidité, l'idée démocratique, eh bien, la fera aller de pair avec l'idée représentative grâce à ces formules de quatrième pouvoir. Hérault de Séchelles et Condorcet seront les deux, Hérault de Séchelles étant celui qui représente le projet début juin 1793, alors que Condorcet présente le premier projet à la mi-février, auront à peu près les mêmes formules, qui est de dire que le problème contemporain, c'est que lorsque le corps social est opprimé par le gouvernement ou le corps législatif, à l'époque, dans les formulations, on insiste surtout sur la notion d'oppression par le corps législatif, puisque le pouvoir exécutif, vous le savez, pendant cette période, est considéré comme très secondaire. Il faut bien voir toute la littérature révolutionnaire en ayant à l'esprit cette dimension. Et donc, quand on lit le corps législatif, pour nous, aujourd'hui, dans nos représentations, il faudrait mettre par les gouvernants, disons, si on veut. Lorsque le corps social est opprimé par le corps législatif, remarquaient-ils tous les deux, le seul moyen de résistance aujourd'hui est l'insurrection. Mais bien sûr, on ne peut pas l'organiser. Ce genre d'événement, il est impossible d'en déterminer la nature et le caractère. Et donc, il faut trouver un moyen institutionnel de trouver des effets équivalents. Celui qui a trouvé les formulations les plus surprenantes pour exprimer ce problème, c'est quelqu'un que j'ai déjà cité tout à l'heure, François Robert, qui était le responsable du journal Le Mercure National, qui a publié un ouvrage très novateur à l'été 1791, qui avait pour titre « Le républicanisme adapté à la France ». Et il disait « Si le corps législatif, donc les gouvernants dans notre représentation des choses, usurpe ses droits, que faire ? Le peuple ne peut pas toujours être en insurrection. Il faut donc, dit-il, une institution qui tienne lieu d'insurrection. Une insurrection qui tienne lieu d'insurrection, une institution qui tienne lieu de peuple et qui excite ou réprime l'action ou l'inaction de tous les pouvoirs constitués. Une institution qui tienne lieu de peuple et d'insurrection, cette extraordinaire formulation définit parfaitement sa radicalité l'enjeu de la mise en forme dans le temps de la démocratie. La préservation des droits individuels et la préservation de la souveraineté collective impliquent l'intervention d'institutions qui peuvent rompre le cours des pouvoirs régulièrement élus. Donc c'est avec pourrait-on dire, une déconstruction de la notion de souveraineté, une dualisation de la notion de souveraineté que l'on peut espérer résoudre cette contradiction des temporalités qui est en même temps une contradiction des formes. Il est très significatif de voir que les montagnards se sont violemment opposés à ce type d'approche. Que ce soit les formulations de Hérault de Séchelles, que ce soit les formulations de Condorcet, ou que ce soit les formulations, elles ont été très nombreuses, qui reprennent d'une façon ou d'une autre celles du type de François Robert que j'ai mentionné tout à l'heure. Et Robespierre et ses amis s'opposèrent complètement à cette idée qu'il fallait
qu'il y ait des moyens légaux de résister à l'oppression. Il disait « Il ne faut pas émousser cette arme en la réglementant. » Alors que les uns cherchaient à instituer un nouveau pouvoir, les autres n'y voyaient qu'une tentative de domestication du peuple sous les espèces de la domestication, de la représentation. Tel est le paradoxe. Robespierre résumera l'argument en disant « Assujettir à des formes légales la résistance à l'oppression est le dernier raffinement de la tyrannie. » C'était donc véritablement théoriser la distance qui ne pouvait pas être réduite entre l'ordre institué et puis la temporalité toujours renaissante de l'instituant. Autant dire que dans ces conditions, la politique était toujours pensée écartelée entre son centre ordinaire et son bord extrême. C'était aussi, d'une autre façon, dire qu'il n'y avait aucun espace d'intervention, de conflit ou de négociation entre la soumission à l'ordre établi et la révolte. Ce qui était véritablement, peut-on dire, la situation de l'Ancien Régime. Les révoltes étaient les moyens de régulation politique. Ce n'étaient pas des institutions. Mais à côté de ce radicalisme, c'est bien esquissé aussi pendant cette période une chose qu'il me semble important de souligner. C'est que c'est dans cette période que s'est ébauchée l'idée d'une économie générale de la souveraineté, dans laquelle la gestion des temporalités, l'articulation de l'ordinaire et de l'exceptionnel, de l'institué et de l'instituant, soient appelées à se lier et à se distinguer alternativement, pour donner forme, organisée, à l'idée d'une démocratie du présent. C'est de cette façon, on peut dire, que la mise en institution de la démocratie a pu commencer à être pensée et activée en sortant de l'opposition mortelle entre le mirage de la désinstitutionnalisation et ce qui serait les pesanteurs d'une loi d'airain de la trahison représentative, pour reprendre des expressions qui seront au centre de tous les débats des théoriciens réalistes de la démocratie à la fin du XIXe siècle. Tout concourt donc à valoriser le présent dans la démocratie, ou bien à réactiver le rythme du monde quand il menace de s'enliser dans une répétition qui le rend oppressant. D'où, après le premier âge de la fascination pour le pouvoir constituant, le désir permanent d'accélération du temps politique. Désir de le voir s'accorder aux attentes immédiates, de faire prendre corps sensible à l'idée de volonté, de rendre à la parole une puissance supposée originaire d'activation des lois. Et ce seront les futuristes italiens, les premiers, qui sacraliseront le culte de la vitesse comme expression primordiale de la modernité. Avec eux, la révolution n'était plus étroitement considérée comme une forme politique, expression d'une rupture avec un ordre économique et social. Elle devenait appréhendée comme une figure parmi d'autres d'une pure cinétique comme élément central de la modernité. On connaît la formule du manifeste de 1909. Nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle, la beauté de la vitesse. Et c'est pour cela qu'un commentateur de ces textes-là, des futuristes italiens, Paul Virilio, parlera des sociétés contemporaines comme des sociétés dromocratiques. Dromos voulant dire la course en grec. Il y a des sociétés marquées par l'accélération du temps. D'où aussi, dans le champ intellectuel, l'attrait récurrent pour l'idée de circonstances exceptionnelles. L'idée de circonstances exceptionnelles est au cœur de la réflexion et de la théorie politique dans l'entre-deux-guerres. Et le problème est que cette accélération est une configuration structurellement productrice de déception. Le culte de la vitesse crée mécaniquement des attentes qui ne peuvent être réalisées d'une certaine façon. Et la chose publique ne se trouve désormais pas seulement éloignée des citoyens parce que ses objets et ses priorités seraient décalés par rapport aux agendas des citoyens, mais le décalage procède d'abord d'un ordre des temporalités. Va aussi de pair avec cette accélération l'attente d'un moment qui en marquerait l'acmé qui l'accomplirait et en traduirait la finalité.
C'est ce qui s'est appelé historiquement le mythe du Grand Soir. Et c'est en fait dans son ombre l'attente d'un présent inédit dont la densité abolirait le temps. Et l'utopie, je recite là Walter Benjamin, qui l'a bien souligné, l'utopie de ce point de vue-là, elle vise à une forme d'immobilisation apaisée, de sérénité étale. Je dis tout de suite que ce n'est pas ce à quoi vous lui renvoyez un livre qui est très commenté depuis quelque temps, le livre depuis un an, sa traduction en France, le livre d'Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du temps, qui parlait du monde contemporain comme celui qui aspirait à une sorte de ce qu'il appelait l'immobilité fulgurante. Il voulait qualifier par là le type de situation dans lequel le monde est en effervescence permanente, mais sans que rien n'advienne. Et c'est là, pourrait-on dire, le retournement de la vitesse contre elle-même, son épuisement sous les espèces d'un mouvement purement brownien, dépourvu de direction. Et l'événement n'est plus dans ce cas rupture ou instauration, il est seulement la marque d'une pure agitation. Il y a un paradoxe dans la sacralisation du présent, c'est que cette sacralisation aboutit à sa banalisation. Il faut en effet rester rare pour sortir de la répétition et s'imposer comme capacité d'instauration. La force créatrice se révèle dans les temps forts. Elle a une dimension chérologique. Dans un très intéressant essai, un des grands philosophes politiques américains, Sheldon Woolin, a appelé de ses voeux dans cette perspective ce qu'il a appelé une démocratie fugitive qui serait liée à des formes de théâtralisation de moments essentiels. Le terme de démocratie ne doit pas en effet être platement assimilé à celui de gouvernement. Le champ de la démocratie est celui du politique, alors que le gouvernement agit dans l'ordre de la politique. La démocratie, écrit Woolin, est un moment politique, peut-être le moment politique, durant lequel le politique est remémoré et recréé. C'est dire en d'autres termes que l'idée de présent, au sens d'incandescence, de rupture, de polarisation, ne peut être confondue avec l'ordre simple de la quotidienneté. Le politique est rare alors que la politique se manifeste de façon permanente. Et cette distinction entre la rareté du politique et la quotidienneté de la politique devrait permettre de considérer différemment le problème de l'accélération moderne. Elle invite à valoriser des moments de concentration des sens et des choix, et pas simplement d'accompagnement, que le présent soit l'accompagnement justement de la banalité du quotidien. À l'aube du XXe siècle, c'est l'ouvrage de Bergson, L'évolution créatrice, publié en 1907, qui connaîtra un énorme succès avec sa conception de l'élan vital. Il permettra à toute une génération d'intellectuels, de sociologues et de juristes notamment, mais aussi de philosophes politiques, d'articuler les notions de création et de durée. C'est notamment très notable chez des juristes comme Oriou, par exemple. Toute sa théorie de l'institution vient de là. C'est aussi dans la perspective de distinguer les effets et les supports des différents régimes de temporalité que des économistes, par exemple, ont opposé le monde des règles, les rules, à celui des décisions souveraines et discrétionnaires, discretion. La démocratie doit articuler les deux dimensions. Elle est mouvement créateur et institution. Elle doit à la fois inventer de nouveaux possibles et protéger les citoyens, figure de l'universalité sociale, de l'arbitraire. Arbitraire qui est une des formes de la volonté créatrice, quand celle-ci est entre les mains des seuls gouvernants, expression du fait majoritaire. C'est un des paradoxes, le dernier des paradoxes temporels de la démocratie sur lequel je voudrais insister. Il y a chez les citoyens une attente de rupture, de décisions tranchantes, qui soient des figures d'une volonté active, d'une maîtrise des choses, d'une parole immédiatement productrice d'effets. Et en même temps, il y a une demande de règles qui fixe des bornes et qui bride l'action des gouvernants. Une demande de rapidité et de vitesse et une demande au contraire d'inscription dans la durée. Cette dissymétrie, elle tient à un fait très précis. C'est que c'est une forme générale abstraite, si l'on veut, du politique à laquelle on aspire, la puissance de la volonté en général, la puissance de l'instauration, tandis que ce sont des gouvernements concrets dont on se méfie.
Donc, on chérit un régime général, on chérit une idée générale donc on voudrait voir plus présente, mais on se méfie des gouvernants qui, eux, sont concrets. Et cette dissymétrie, elle est absolument au cœur de la tension des temporalités que nous continuerons à explorer dans quelques minutes.